Bonjour, je vous propose une courte formation sur le sujet des baux dans les centres commerciaux, sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour le bon déroulement de votre activité. Commençons par étudier le cadre d'exploitation et le loyer des baux dans les centres commerciaux. Tout d'abord, le cadre d'exploitation. En plus des règlements administratifs et du bail commercial, le commerçant qui loue une surface à l'intérieur d'un centre commercial est soumis à un ensemble de conditions concernant le centre lui-même, et notamment la fixation des horaires d'ouverture, de livraison et de fermeture, la spécialisation des baux et le droit de jouissance des parkings. Les commerces exploitant dans un centre commercial doivent adhérer à une association de commerçants du centre destinée à organiser et à promouvoir le centre. Très souvent, une clause du bail commercial oblige le preneur à adhérer à une association et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail. Une telle clause est nulle selon la Cour de cassation qui a également jugé qu'un nouvel arrivant dans un centre commercial pouvait refuser de payer les cotisations de l'association de ce centre. Obligation peut être faite au preneur d'exercer son activité dans le cadre d'un contrat de concession ou de franchise, le commerçant étant alors intégré dans un réseau de distribution. Ce type de convention fait bénéficier au centre commercial de la clientèle attachée à une marque. Lorsque le crédit-preneur, bénéficiaire d'un contrat de crédit-bail, consent une sous-location à un commerçant, ce contrat, distinct du contrat de crédit-bail, est soumis au statut des baux commerciaux. Le pacte de préférence permet au bailleur d'acquérir, pour lui ou toute personne qu'il désignera, le fonds de commerce aux mêmes prix et conditions que le bénéficiaire d'un compromis sous conditions suspensives qui sera communiqué au bailleur, lequel aura le délai indiqué dans le bail pour prendre position, acheter au même prix et conditions ou renoncer. Le preneur doit respecter les conditions du bail, qui autrement pourra être résilié, la jurisprudence ayant pris des décisions de résiliation du bail pour un commerçant qui fermait son local un jour d'ouverture du centre commercial, et de refus de résiliation pour un commerce affecté au détail de manière intermittente, contrairement à l'usage habituel dans le centre commercial, les juges du fond n'ayant pas constaté que l'exploitation continue figurait parmi les conditions expresses du bail. À présent, abordons les particularités du loyer liées aux centres commerciaux. Qu'est-ce que la clause recette ? Les centres commerciaux fixent généralement le loyer selon un pourcentage sur le chiffre d'affaires assorti d'un loyer minimum garanti, partie fixe et irréductible. Cette pratique n'est pas une obligation car le loyer peut être uniquement variable. La fixation du loyer révisé n'est donc régie que par la convention des parties. Dans les centres commerciaux, le loyer peut être indexé de deux manières. Soit de façon traditionnelle, basée sur l'indice du coût de la construction ou des loyers commerciaux, soit basée sur le chiffre d'affaires du commerce, il s'agit de la clause recette. Ainsi, dans le cas où le locataire réalise un chiffre d'affaires inférieur au seuil applicable pour la variation, aucun montant variable ne s'appliquera et il paiera seulement le loyer fixe minimum, le bailleur ne pouvant en demander la réévaluation. Qu'en est-il des valeurs locatives en centre commercial ? Celles-ci présentent certaines particularités, car ce dernier constitue une unité autonome d'exploitation, excluant ainsi la référence à un marché locatif qui soit extérieur au centre. Cependant, une certaine doctrine commence à élargir le choix des éléments de comparaison à ceux qui sont pratiqués au sein de centres commerciaux comparables en termes de format, de niveau d'activité et de gamme d'enseignes. Cette doctrine estime qu'il est préférable de procéder par comparaison directe avec des prix de cession de droit au bail réduits au mètre carré unitaire observés au sein d'un même centre. Le coût d'acquisition du droit au bail rémunère surtout la clientèle captive, la promotion collective du centre, la complémentarité des enseignes ainsi que l'attractivité de certaines enseignes à forte notoriété. Je vous propose à présent de passer au sujet de la propriété commerciale et concurrence des baux dans les centres commerciaux. Tout d'abord,
quels sont les critères qui caractérisent la reconnaissance ou le refus de la propriété commerciale? Concernant la reconnaissance, les critères à prendre en compte sont une enseigne attractive. Une enseigne peut contribuer à une clientèle autonome. Certains commerces spécialisés créent par eux-mêmes un flux de clientèle indépendante de celle du centre. Une clause particulière du bail peut conférer au preneur un droit à la propriété commerciale. Un local et une autonomie de gestion. La Cour de cassation a jugé que ne constitue pas un simple emplacement uniforme, mais de véritables locaux commerciaux, un ensemble qui dispose d'une vitrine et d'une entrée indépendante, et pour lequel des baux successifs précisaient que le preneur agirait à ses risques, périls, et qu'il avait une entière autonomie de gestion, ainsi qu'une clientèle propre, indépendante de celle du supermarché. Un local et clientèle propre. Le statut a été reconnu au preneur d'un local au sein d'un complexe immobilier, tributaire du système d'alimentation électrique, établi pour l'ensemble des locaux et horaires d'ouverture, car il avait une clientèle et un local propre. Le statut du bail commercial a été reconnu à une poissonnerie exploitée en dehors d'un supermarché, à partir du moment où elle bénéficiait d'un local stable et permanent, d'une clientèle personnelle régulière et d'une autonomie de gestion. Sachez également que la propriété commerciale protège le locataire d'une construction permanente située à l'extérieur du supermarché qui possède une clientèle personnelle et constitue un local commercial. Et qu'en général, la jurisprudence ne reconnaît pas aux concessions le droit à la propriété commerciale, à l'exception d'un arrêté de la Cour de cassation pour un cinéma. Concernant le refus de reconnaissance, il faut savoir que la convention par laquelle une personne est autorisée à exploiter une activité commerciale à l'intérieur d'un centre commercial voit une jurisprudence dominante refuser le caractère commercial au bail. Pour que les statuts des baux commerciaux soient reconnus, il faut un local stable et permanent, une clientèle personnelle et régulière et une autonomie de gestion. Qu'entend-on par un local stable et permanent ? Le bailleur ne doit pas avoir toute latitude pour fixer et modifier la surface du local qui doit être un emplacement stable. Des cloisons à hauteur d'homme dans un hypermarché ne permettent pas de délimiter un local qualifié de commercial. Comment définit-on une clientèle personnelle ? En présence d'une concession d'activité commerciale à l'intérieur du magasin, la société concessionnaire n'est propriétaire ni de l'enseigne, ni du droit au bail, ni d'une clientèle, puisqu'un droit de propriété sur un bien implique le droit de céder. L'utilisation des locaux n'est que l'accessoire de la concession. Un banc de poissons installé à proximité de supermarchés, dès lors que la clientèle est constituée d'une manière largement dominante par celle du supermarché, ne bénéficie pas du bail commercial. Quels sont les critères d'une autonomie de gestion ? Non pas de clientèle propre, ni d'autonomie de gestion, les stands, rayons et emplacements à l'intérieur d'un centre commercial et ne peuvent donc bénéficier du statut bail commercial. Passons maintenant à la problématique de la concurrence des baux dans les centres commerciaux. Pour éviter la concurrence, le bail et ou le règlement de copropriété contient très souvent une clause interdisant la location aux parties d'un même ensemble pour l'exercice d'un commerce. Une telle clause est en principe illicite au regard du droit de la copropriété, comme imposant aux copropriétaires une restriction étrangère à la destination de l'immeuble, sauf certaines exceptions compte tenu de la spécificité d'un centre commercial ou du recours à d'autres techniques juridiques. La Cour de cassation a admis la validité des clauses de non-concurrence dans un règlement de copropriété dans certains cas très particuliers. En présence de centres commerciaux isolés, nécessaires aux besoins d'habitation éloignés de commerce, au vu de l'obligation pour tout acquéreur dans un centre commercial de souscrire des actions d'une société dont l'objet est de regrouper les commerçants, gérer le centre et assurer la promotion commerciale, la destination commerciale de l'immeuble, mettant l'accent sur la volonté d'une politique commerciale commune. De plus, dans certains centres commerciaux, la copropriété cède le pas à la division en volume,
qui relèvent d'une organisation juridique différente. La clause de non-concurrence peut être stipulée dans la convention d'occupation ou dans le bail. Une telle clause d'exclusivité, limitée dans le temps ou dans l'espace pour une galerie marchande, doit s'interpréter restrictivement et ne peut s'étendre à une nouvelle galerie. Dans un bail par lequel le propriétaire d'un centre s'interdit de laisser établir dans celui-ci tout autre commerce se rapportant à l'activité du locataire, les juges constatant qu'un autre locataire a été autorisé à exercer un commerce connexe, faisant une concurrence certaine, peuvent retenir la faute du propriétaire. Dans un tel cas, le propriétaire sera condamné à des dommages et intérêts. La Cour de cassation a admis que l'interdiction faite à l'acquéreur d'un fonds de commerce peut revêtir le caractère d'une servitude, établie par le fait de l'homme attaché au fonds dans l'intérêt d'un autre fonds. Une telle convention est valable à condition que l'interruption soit restreinte à un lieu déterminé. Le premier locataire d'un local compris dans un ensemble, constituant une unité commerciale, ne peut se prévaloir de la faculté de changer ou d'ajouter des activités pendant un délai de 9 ans à compter de la date de son entrée en jouissance. Quelles sont les obligations de moyens et de durée du bail? Le bail est un engagement de moyens, pas de résultat. De quels moyens s'agit-il? Le maintien de l'environnement commercial. L'obligation du bailleur de maintenir l'environnement commercial du centre est une obligation de moyens. L'obligation d'un bailleur ordinaire. En l'absence de clause particulière, le bailleur d'un centre commercial n'a pas d'obligation qui soit plus étendue que celle d'un bail ordinaire. Le bailleur est donc seulement tenu, en l'absence de stipulation particulière, d'assurer la délivrance, l'entretien et la jouissance paisible de la chose louée. Le bailleur peut être mis en cause lorsqu'il s'est engagé à garantir la viabilité d'un centre usine-center sous une forme précise pendant 5 ans. L'obligation de gardiennage. Lorsque le propriétaire du centre commercial est responsable du gardiennage et de l'ouverture, il a été jugé que ce manquement autorisait le locataire à suspendre le paiement des loyers. L'obligation d'entretien. Un commerçant reproche au bailleur un défaut d'entretien des lieux qui l'accule à la liquidation judiciaire, son liquidateur réclamant au bailleur une somme au titre de la perte du fonds de commerce. Les juges donnent droit à cette demande car, selon eux, le bailleur a ainsi passivement laissé se dégrader un environnement, cette dégradation attirant des marginaux. Ce raisonnement a été censuré par la Cour de cassation. En l'absence de stipulation particulière, le bailleur est seulement tenu de l'entretien des lieux loués, pas de l'environnement. La validité du pacte de préférence ou droit de préemption. Cette clause, qui figure dans de nombreux baux, permet au bailleur d'acquérir, ou de se substituer tout acquéreur, d'un fonds de commerce dépendant du centre au même prix, charges et conditions qu'un autre acquéreur ayant signé un compromis. L'impossibilité de changer la forme du centre. En cours de bail, le bailleur ne peut pas changer la forme de la chose louée et il doit entretenir les parties communes. Lorsque les travaux ont entraîné une modification substantielle de la chose louée, la clause selon laquelle les travaux en cours de bail doivent être supportés sans indemnité ne prive pas le locataire d'une demande en dommages et intérêts pour le préjudice subi. Le bailleur peut également être condamné à réparer le préjudice subi par les locataires en raison de travaux exécutés pendant une période anormalement longue. La responsabilité du bailleur en cas d'erreur ou de dol. La responsabilité du bailleur n'a pas été retenue à propos d'erreur dans la composition d'un centre commercial, les aléas de la création ne dépendant pas de la seule volonté du propriétaire. D'une étude de marché tendancieuse, un concert frauduleux n'étant pas démontré entre l'auteur de cette étude et le promoteur du centre. D'études préalables, faites par le promoteur concernant la clientèle potentielle, qui n'a pu induire en erreur les souscripteurs que sur la valeur de la chose louée, et non sur ses qualités substantielles, source d'erreur du consentement. Par contre, la responsabilité du bailleur pourrait être retenue lorsque l'insuccès de la commercialisation des boutiques du centre serait dû à un grave manque de diligence du bailleur. La responsabilité du bailleur pour investissement coûteux.
Le propriétaire d'une galerie a commis une faute en relation avec l'aggravation du passif du locataire qui a été mise en liquidation judiciaire en ayant incité le preneur à procéder à des investissements coûteux voués à l'échec, investissements revenant en plus gratuitement au propriétaire en fin de contrat. Comme précédemment évoqué, je vous confirme que le bailleur n'est pas tenu à une obligation de résultat quant à la commercialité de la galerie et il appartient au preneur de démontrer que l'usage de la chose était totalement impossible et pas seulement incommode. N'est pas recevable une action d'un restaurateur dont le local était situé au sous-sol d'une galerie marchande, visant à obtenir du bailleur des dommages et intérêts suite à baisse importante de son chiffre d'affaires. Quelles sont les conséquences en cas de publicité mensongère donnant lieu à la signature d'un bail? La responsabilité du bailleur peut être obtenue sur le fondement d'une publicité mensongère. Il faut alors que la publicité soit assez précise et détaillée pour avoir déterminé le consentement du preneur. Un tel cas a été reconnu quand le promoteur sait parfaitement, au moment de la vente, que les conditions de celle-ci ne sont plus exactement celles énoncées dans la publicité. Par contre, le caractère mensonger de la publicité portant non sur des éléments caractéristiques du centre commercial, mais sur des éléments extérieurs, rénovation des voies d'accès, construction d'une tour, non réalisée par le promoteur, ne peut entraîner la résiliation du bail. Il nous faut maintenant traiter des particularités de durée. Dans un centre commercial, bien souvent, la personne, preneur, qui consent le bail au profit d'un sous-locataire, ne détiendra pas le droit d'en disposer complètement. Il s'agit soit d'un bail amphithéotique, soit d'un bail à construction, tous deux d'une durée qui doit être comprise entre 18 et 99 ans. La fin du bail commercial consenti en sous-location sera donc celle du bail amphithéotique ou du bail à construction. Toutes ces informations sur l'origine des droits du bailleur, qui est en réalité un preneur à bail amphithéotique ou à construction qui sous-loue, devraient normalement figurer dans le bail commercial. Mais ce n'est pas toujours le cas. Compte tenu du fait que la durée du bail amphithéotique ou à construction est souvent de 30, 40 ou 50 ans, l'un des renouvellements du bail commercial peut ne pas mentionner cette particularité. Le préjudice est important à la fin du bail principal. Le sous-locataire perdra son fonds de commerce sans qu'il y ait lieu à dommages-intérêts. Le commerçant lésé pourra attaquer en demande de dommages-intérêts son vendeur, le rédacteur de l'acte et l'agence intermédiaire s'il y en a une. C'est pourquoi nous recommandons vivement, lorsque le fonds de commerce dont la cession du droit au bail est l'objet a lieu dans un centre commercial, de vérifier l'origine de propriété du bailleur et son droit de consentir ce bail. Il ne faut pas qu'il soit lui-même un preneur à bail ayant la seule capacité de consentir un bail commercial se terminant le jour de la fin du bail amphithéotique ou à construction. Qu'est-ce que le bail amphithéotique? Ce bail est un contrat par lequel le bailleur confère au preneur un droit réel spécial sur un immeuble, plus étendu que les droits accordés aux preneurs ordinaires et qui déroge aux règles de louage d'immeubles. Ce type de bail permet de consentir un bail commercial par son preneur à un sous-locataire uniquement pendant la durée du bail amphithéotique. Le bail à construction, quant à lui, est un bail par lequel le preneur s'engage à titre principal à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. Il est conclu pour une durée comprise entre 18 et 99 ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction. Le régime du bail à construction est similaire à celui du bail amphithéotique, excepté en ce qui concerne la destination, les parties pouvant insérer une clause imposant une restriction à l'activité du preneur à construction, alors que le bail amphithéotique a la plus large faculté d'usage. Et l'obligation de construire un immeuble, faute de quoi le bail pourra être résilié ou requalifié en bail amphithéotique. Ce type de bail permet au preneur de consentir un bail commercial à un sous-locataire uniquement pendant la durée du bail à construction, sans que le locataire commercial puisse recevoir en contrepartie le paiement d'aucune indemnité. À l'issue des 9 ans, le bailleur, c'est-à-dire le centre commercial, peut ne pas renouveler le bail.
mais il doit une indemnité d'éviction au commerçant pour lui permettre de se réinstaller ailleurs dans des conditions équivalentes. La formation des beaux commerciaux dans les centres commerciaux touche à sa fin. J'espère vous avoir apporté les clés d'une grande réussite dans vos affaires à venir.